Chers téléspectateurs, nous sommes habitués maintenant à notre rendez-vous. Et aujourd'hui, samedi 10 février 2024, nous allons essayer encore d'échanger, mais en tenant compte de l'actualité. Dans cette actualité, nous allons essayer d'évoquer de façon assez brève ce qui se passe actuellement au Sénégal, qui est suivi pratiquement par tous les pays africains, où j'ai retenu un mot extrêmement fort, un peu dans le message du président Macky Sall. C'est le mot dialogue. Parce qu'à peu près au même moment, à Brazzaville, le 5 février, il s'est tenu une réunion du Haut Comité pour la Libye et qui s'est penché également sur le dialogue interlibyen en projetant une date, cette fois-ci, mais avec des mots extrêmement forts. Parmi les mots forts qui ont été utilisés, j'ai retenu le mot réconciliation. Réconciliation parce que dans un pays comme le nôtre, à savoir le Congo, nous avons véritablement besoin. Et nous avons également assez souvent entendu les voix s'élever pour demander la tenue d'un dialogue ouvert à tous, un dialogue inclusif, pour aborder les nombreux problèmes, les nombreux défis que rencontre le Congo. Et malheureusement, assez souvent, les Congolais n'ont pas été contents de la réponse qui a été donnée par les gouvernants. Mais ceux-ci sont préoccupés parce qu'ils constatent que pendant qu'ils observent comme une espèce de refus des gouvernants congolais à organiser un dialogue inclusif, ouvert à tous, mais les gouvernants se battent, et je crois qu'il faut les en féliciter, pour rétablir la paix en Libye. Nous osons espérer qu'on va vers la fin du processus. Et c'est pour ça que nous nous sommes posé la question, pourquoi le dialogue qui est accepté comme démarche au niveau du plan africain par les gouvernants congolais apparaît comme refusé au niveau du Congo, alors que les Congolais en ont véritablement besoin. C'est mon point de vue. À ce propos, je tiens à rappeler que lorsque le Congo atteint le point d'achèvement de l'initiative PPT en 2010, 2 ans après, plusieurs acteurs politiques, parmi lesquels je peux citer Mathias Nzon, le défunt Christophe Mukwege, que Dieu ait son âme, Jean Itadi, Guy Romain Kifusia et bien d'autres, et moi-même, nous avons adressé une lettre ouverte en octobre 2012 au président de la République pour demander la tenue des États généraux de la nation parce que nous estimions que le pays était en train de traverser une grave crise multidimensionnelle. La réponse qui nous a été donnée à l'époque, évidemment, ne nous a pas donné satisfaction. Elle se résumait en ceci. Nous avons beaucoup d'argent, on n'a pas de préoccupations. Nous avons d'ailleurs été traités pour des gens qui étaient en train de mendier comme un poste de ministre dans une éventuelle transition. Et malheureusement, nous constatons que plus de 10 ans après, le Congo est toujours dans cette crise. Mais il n'y a pas que les acteurs politiques qui se sont levés. La société civile s'est également levée pour demander la tenue d'un dialogue ouvert à tous. Plusieurs messages, on a même eu, tant en 2016 qu'en 2018, une attention particulière accordée par les évêques du Congo à ce problème. Nous n'avons jamais trouvé de solution. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi la tenue d'un dialogue national inclusif posait des problèmes au niveau du Congo? Et nous avons essayé de regarder. Lorsque nous regardons, nous savons qu'en 2015, il y a eu changement de constitution au niveau du Congo-Brazzaville. La raison évoquée pour ce changement de constitution, c'était de faire évoluer les institutions. Et dans cette évolution des institutions, on a fait apparaître un certain nombre de nouvelles institutions, parmi lesquelles les conseils consultatifs. Et dans ces conseils consultatifs, il y avait bien sûr le Conseil national du dialogue. Et quand on prend notre constitution, l'article 227 de cette constitution dit clairement qu'il est institué un Conseil national de dialogue placé sous la responsabilité du président de la République. Je crois qu'il faut essayer d'analyser
un peu ce mot, placé sous l'autorité, parce qu'il semble que certains Congolais ont gardé un très mauvais souvenir de la tenue de la conférence nationale dite souveraine. Pourquoi elle était dite souveraine? Mais parce qu'on avait estimé que ces décisions devaient être exécutoires. Et il y a eu beaucoup de plaintes au niveau de l'opinion sur le fait qu'elle n'aurait pas dû être déclarée souveraine. Mais en ce qui me concerne, j'ai toujours soutenu le fait qu'elle ait été souveraine, parce que dans ce genre de rencontre, il est bon que les décisions qui sont prises collectivement et consensuellement soient applicables. Donc, au-delà de ces articles, il y a la loi 30-2017, du 7 août 2017, portant fonctionnement, composition et organisation du Conseil national du dialogue qui a été prise. Et cette loi fait apparaître deux catégories de membres. Il y a les membres de droit. Parmi les membres de droit, on peut prendre pratiquement les membres du gouvernement, les présidents du Sénat, les membres du bureau du Sénat, les groupes du Sénat, de l'Assemblée, et les autres, les préfets et autres, en fait composés majoritairement par les éléments du pouvoir. Et il y a les membres qui devaient être désignés en Conseil des ministres. Le constat que nous faisons, le premier constat que nous faisons, c'est que jusqu'à ce jour, le décret qui devait nommer les membres en Conseil des ministres n'a toujours pas été pris. Donc, depuis 2015 jusqu'à ce jour, le Conseil national de dialogue n'a pas été formellement mis en place, ce qui est quand même une préoccupation. Et nous revenons parce que nous le mettons toujours dans le cadre de ce que nous considérons comme le respect de nos lois et règlements de la République. Et là, nous trouvons qu'il y a comme une violation sur un sujet, sur une institution qui devait, à mon avis, jouer un rôle extrêmement important. Donc, sur les membres qui devaient être nommés par le Conseil des ministres, jusque-là, rien n'a été fait. Nous constatons une répartition qui est trop favorable au pouvoir, parce que sur près de 245 membres, la majorité présidentielle devait en avoir 159. Vous voyez bien que c'est très, très fort. L'opposition devait en avoir 29, 12%. Le centre devait en avoir 20, autour de 8%, et les autres 40. Donc, nous avions, en tant que parti de l'opposition, fortement critiqué cette proposition parce qu'on estimait que c'était en fait le pouvoir qui se... Mais ça s'explique par quoi? Ça s'explique toujours par cette hantise du maintien et de la conservation du pouvoir. Parce qu'on ne veut pas qu'on aille vers une certaine équité, égalité, qui aurait fait que ce soit les partis de l'opposition ou les partis de la majorité, que l'on soit à égalité, 50%, 50%, quitte à ce qu'on y ajoute la société civile. Donc, c'est le premier fait. Et malheureusement, si on a constaté que les autres conseils consultatifs avaient été formellement mis en place, le Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place. La question qu'on se pose, dans la pratique, comment ça s'est passé? Le gouvernement agit de la manière suivante. En août 2018, le gouvernement a nommé M. Martin Berry comme secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, auquel il était adjoint à deux secrétaires. Nous avons une pensée particulière pour Jean-Pierre Nono qui vient de nous quitter, espérons que Dieu l'accueillera auprès de lui, et Dominique Basseila. Bien que le Conseil national de dialogue n'ait pas été formellement mis en place, mais le secrétariat exécutif a été mis en place. De sorte que le constat fait aujourd'hui, malgré les nombreux cris faisant l'appel au dialogue, le Conseil national de dialogue, même dans la forme que nous avons fortement critiquée, n'a jamais été formellement mis en place. La question que nous nous posons, est-ce une volonté d'ignorer les grands défis ou les grands problèmes d'intérêt national qui se posent au Congo, ou ça s'explique par le fait qu'on ne veut pas du tout de la tenue d'un conseil national, d'un dialogue national, surtout que nous soutenons cette idée quand il s'agit de l'extérieur. Alors, nous avons essayé de réfléchir.
parmi les problèmes, à notre avis, qui auraient pu être examinés par cette institution, nous avons déjà un problème simple. C'est les solutions idoines et appropriées de sortie de crise, de la crise multidimensionnelle que le Congo connaît. C'est un premier problème. Le deuxième problème que nous pouvons évoquer lié au premier, c'est la souffrance des Congolais. Le troisième problème que nous pouvons évoquer, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Le quatrième problème que nous pouvons évoquer, c'est la juste répartition de la richesse nationale. Le cinquième problème que nous pouvons évoquer, c'est la lutte contre la corruption, avec son corollaire ou sa conséquence immédiate, la volonté de récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public pour relever les nombreux défis auxquels le Congo est confronté. Le problème qui est suivant qu'on aurait pu adopter, mais c'est la préoccupation de la tenue des élections libres, démocratiques, crédibles et transparentes dans le Congo, surtout qu'à la concertation des voix en 2011, une recommandation forte avait été faite au gouvernement, en fait, d'inscrire les opérations préélectorales et électorales dans un timing précis pour éviter la précipitation. D'aucuns pensent déjà à l'élection de 2026, mais nous n'en sommes plus loin. Et s'il y a des opérations qui doivent être réglées, c'est maintenant qu'elles doivent être réglées. Je n'oublierai pas d'évoquer un problème que nous avons tout récemment abordé. C'est les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2023 qui a fait apparaître clairement qu'il y avait une hausse très forte de la population dans les départements de la partie septentrionale, avec une baisse extrêmement préoccupante dans les départements de la partie sud. Donc, vous voyez qu'on peut continuer à énumérer les problèmes et on va se rendre compte qu'il y a, et évidemment, il y a un gros problème que j'oublie et je m'en voudrais de ne pas l'évoquer, c'est le problème de la réconciliation nationale. Notre pays a véritablement besoin de la réconciliation nationale, de sortir les Congolais des frustrations et des autres situations pour que nous allions véritablement vers une démarche du bon vivre ensemble et que nous allions dans l'unité et la concorde nationale. Donc voilà en ce qui concerne ce que j'aurais pu considérer comme les grands problèmes politiques d'intérêt national que l'on aurait pu aborder au niveau de ce conseil ou de ce dialogue national. Maintenant, l'autre aspect du point de vue de la pratique, c'est que le secrétaire permanent, Martin Berry, a lancé en septembre 2019 ce qu'il a considéré comme le processus constitutionnel du dialogue national sans exclusive. Et dans la vision, dans la démarche qu'il avait proposée à l'époque, il y avait 5 phases. La première phase était une phase de communication où une cellule de communication de sa structure devait être en contact pour les contacts liminaires avec les forces vives de la nation. La deuxième phase, c'est le secrétaire permanent, sinon le secrétariat permanent, qui devait être en contact avec les forces vives de la nation. La troisième phase, c'est le secrétariat permanent qui devait être en contact avec la diaspora congolaise. Et la quatrième phase, ça devait être le secrétariat permanent qui devait être en phase, en contact avec les forces vives de l'intérieur du pays à travers tous les départements. Et enfin, la cinquième phase, c'était l'élaboration d'un rapport de toute cette démarche qui devait être remise au président de la République. Curieusement, qu'avons-nous constaté? Il n'y a eu que la première phase qui a été exécutée. Et puis tout d'un coup, ça s'est arrêté. Ça a été un silence radio. Et pourtant, le secrétaire permanent Martin Berry avait dit que le dialogue national était constitutionnel et que personne ne pouvait s'y dérober. Mais le constat qui a été fait, c'est que non seulement le Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place, le secrétaire permanent a été nommé, 2 de ces secrétaires ont été nommés pour constituer le secrétariat exécutif, mais malheureusement, le processus qu'ils ont lancé s'est arrêté sans la moindre explication au niveau des Congolais. Et ça
c'est une préoccupation qui est apparue. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Quel est le problème que pose réellement la tenue d'un dialogue national inclusif dans notre pays? Mais on n'est pas arrêté là. Avant chaque élection, le gouvernement a pris des dispositions pour qu'il soit organisé ce que l'on a appelé concertation politique, semble-t-il, pour n'examiner que des aspects qui touchaient à l'organisation des élections, en espérant organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons eu plusieurs concertations politiques. La première a eu lieu en 2009 à Brazzaville, la deuxième a eu lieu en 2011 à Ivo, la troisième a eu lieu en 2013 à Dolisie, la quatrième a eu lieu en 2015 à Sibiti, ensuite il y en a eu une en 2017 à Ouesso, c'est la cinquième, la sixième a eu lieu à Madingu en 2020 et la septième a eu lieu à Rwanda. Toutes ces concertations se sont passées sans pouvoir être en capacité de résoudre les problèmes de la gouvernance électorale qui restent pendants, qui ne sont pas encore résolus. Et parmi ces problèmes, nous avons le respect de la loi par tous les acteurs politiques, notamment la loi sur les partis. Nous avons des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. Nous avons le problème de la Commission nationale électorale indépendante, mais qui en fait n'est pas indépendante aux standards internationaux. Mais finalement, à chaque fois, on a prétendu que les concertations étaient une réussite. Et à chaque fois, on a constaté que les élections s'étaient déroulées de façon chaotique et n'avaient pas donné les résultats qu'on avait escomptés. Et pouvons-nous continuer de cette manière? Je pense que non. C'est pour ça que j'ai tenu à attirer l'attention des gouvernants pour dire aujourd'hui, la tenue d'un dialogue national est une disposition constitutionnelle. Nous ne pouvons pas ne pas la respecter. On ne peut pas s'y dérober. Et nous avons un certain nombre de problèmes importants qui touchent à la vie de la nation. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, on a parlé des États généraux qui se sont tenus d'ailleurs, des États généraux de l'éducation. Et dans les problèmes politiques d'intérêt général, j'en ai oublié un et je le rajoute. Mais c'est le président de la République qui a déclaré au mois de mars. Il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit. Et l'interprétation que j'en ai faite est la suivante. Le pays va mal, très mal. Il faut que les Congolais pensent véritablement à le sortir de la situation dans laquelle il a été plongé, etc. Donc, voilà un peu les préoccupations. Alors, nous sommes heureux lorsque nous entendons parler du dialogue, lorsqu'on projette le dialogue interlibyen pour sortir ces frères dans la situation difficile qu'ils ont connue depuis ces dernières années. Mais cela nous conduit nous-mêmes en tant que Congolais à nous poser la question, pourquoi est-il possible d'organiser ce genre de dialogue pour les Libyens? Pourquoi les gouvernants congolais ne sont pas capables de régler le problème de la tenue d'un dialogue national inclusif pour les Congolais, pour que nous avancions? Dans tous les cas, pour ce qui concerne les concertations politiques qui se faisaient avant les élections, il faut que nous notons que désormais, avec la Constitution du 25 octobre 2015, nous avons mis en place un Conseil national du dialogue. Mais c'est à travers ce Conseil national du dialogue, quitte à ce que cette loi soit reformulée pour tenir compte des critiques qui ont été faites et d'une composition qui devrait tenir compte véritablement de
toutes les composantes de la société congolaise pour que nous essayions d'avancer. Mais il est difficile. Et moi, j'ai été très heureux lorsque j'ai suivi, mais je n'entre pas dans les détails de ce débat qui est très important, qui est suivi au plan africain. Lorsque j'ai suivi le président Macky Sall à faire l'annonce qu'il a faite, mais ce que j'ai retenu de fort, c'est qu'il a annoncé qu'il fallait la tenue d'un dialogue national. Et je pense, dans ce qui concerne le Congo, il est temps, à mon avis, que les Congolais y pensent, que les gouvernants y pensent, que nous allions, et pour les élections de 2026, puisque les gens commençaient à en parler en termes de proposition de candidature. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est à quoi il faut d'abord penser, c'est les conditions permissives de la tenue d'une véritable élection libre, démocratique, transparente et crédible. Et ces conditions, nous pouvons les réussir. Assez souvent, on a parlé de la biométrie. Mais pouvons-nous aller à la biométrie si déjà on ne donne pas suffisamment les explications sur le fait que la population dans les départements de la partie septentrionale a connu une hausse qui préoccupe, et alors que dans les départements de la partie sud du pays, on a plutôt connu une baisse préoccupante. Nous avons beaucoup de problèmes comme ça. Nous avons souvent sollicité et demandé que ce soit la direction générale des affaires électorales, que ce soit à la commission d'organisation des élections, d'ouvrir un site dans lequel on devrait, du point de vue informatique, avoir toutes les listes qui ont été utilisées, notamment dans les élections, je parlerai des législatives et locales de 2022, pour nous permettre d'avancer dans ce problème du corps électoral. Nous avons, et nous venons d'avoir les résultats du recensement sur lequel nous avons commencé à faire un certain nombre d'observations. Mais nous devons dire que dans l'annonce qui a été faite par la ministre chargée du plan, il a été clairement dit que les résultats devraient être publiés par circonscription administrative. Et la plus petite circonscription administrative dans les districts, c'est le village. Dans les villes, c'est le quartier. Donc, il est bon qu'à travers les résultats du recensement général de la population de 2023, qu'on pense d'abord à bien distinguer les Congolais et les étrangers, parce que c'est les Congolais qui voteront, et au niveau des Congolais, avoir déjà une base qui permette de régler le problème de la maîtrise du corps électoral. Et ça, avec l'informatique, on peut le faire et ça nous aiderait à aller de l'avant. Donc, voilà un certain nombre de préoccupations et je crois que nous devons nous battre en tant que Congolais pour nous parler. Dire que le dialogue est permanent, qu'est-ce qu'il se fait maintenant? Il n'y a véritablement pas de dialogue. Les problèmes sont là et nous avons besoin d'y trouver des véritables solutions idoines, des véritables solutions appropriées pour que nous avancions. Assez souvent, j'ai dit et je répète, je crois que la politique doit contribuer à améliorer la condition de vie des Congolais. Mais les Congolais sont dans la souffrance et il faut agir pour les en sortir. Et si les gouvernants peuvent organiser un dialogue national, à mon avis, ça serait une très bonne chose. Mais pour terminer, je vais m'adresser aux téléspectateurs. Vos messages me parviennent. Il semble que l'émission Grand Angle, qui est appréciée par beaucoup de Congolais, par beaucoup d'internautes, dérange un certain nombre d'autres Congolais. Moi qui suis l'animateur de cette émission, je veille à ce que je respecte les lois et règlements de la République. Je respecte également la Constitution qui, dans son article 25, garantit la liberté d'expression. Les émissions ne sont pas faites pour créer des problèmes aux gens. Moi, je les fais pour essayer de vulgariser un certain nombre d'idées, pour lancer un certain nombre de débats. Et je suis surpris que des messages m'arrivent comme quoi on veut me menacer, comme quoi on veut tout agir pour interrompre l'émission Grand Angle parce que cette émission dérange. Non, il ne s'agit pas, à mon avis, dans le style de l'émission de Grand Angle, il ne s'agit pas du droit de la force, mais il s'agit de la force du droit. Et la force du droit privilégie une chose, c'est le dialogue, la tolérance, l'acceptation de la différence. On ne peut pas m'obliger à avoir le même point de vue
que les amis du parti au pouvoir ou les amis de la majorité présidentielle. Ils ont choisi ce point de vue, c'est le leur, mais il faut qu'ils respectent les autres points de vue qui sont différents. Nous ne sommes pas dans un parti unique, donc il n'y a aucune raison. Assez souvent, j'ai interpellé la centrale d'intelligence et de documentation pour qu'elle se saisisse de ce problème, parce qu'il n'y a aucune raison que des Congolais qui s'expriment librement dans l'intérêt du pays, dans l'amour du pays, peuvent apprendre qu'il y a des Congolais qui organisent des complots. J'en ai déjà dénoncé quelques-uns, mais ça sert à quoi? Ça ne servira pas le Congo. Ça ne nous servira pas. Et si on va de complot en complot, il faut que ça s'arrête un jour pour que nous pensions à une chose, à un bien auquel nous tenons tous. C'est le Congo. Et le Congo nous appartient à nous tous. Il n'appartient ni à une infime minorité, ni à quelques privilégiés. Le Congo, c'est la propriété de tous les Congolais. Et nous devons bien veiller pour que les Congolais y vivent dignement, correctement, et qu'on y trouve toujours un bon sentiment de vivre ensemble. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots, je regrette un peu d'attirer l'attention, mais je suis obligé de le dire parce qu'il n'est pas normal que vous qui suivez cette émission avec grand intérêt, que vous soyez perturbés par des messages du type Mirassa serait menacé, on complote contre Mirassa, on veut arrêter son émission, on veut lui créer des problèmes. Ça servirait à qui? À personne du tout. C'est le Congo qui en perdrait. Et moi, je pense que chaque fois que j'aurai un peu d'énergie, chaque fois que je pourrai avoir une petite réflexion, je gagnerai toujours à la mettre au service du Congo, au service du peuple congolais, pour que nous avancions. Et je terminerai en disant que le Congo est un pays riche. Les Congolais n'ont pas, à mon avis, besoin de vivre dans la misère, dans l'indignité. Il faut que nous fassions tout pour que tous les Congolais profitent de la richesse du Congo et qu'ils vivent dignement. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que je termine mon émission en vous donnant rendez-vous pour le samedi prochain. Ça sera probablement le samedi 17 février. J'ose espérer que nous trouverons un sujet que nous allons encore, qui va vous intéresser et qui nous permettra d'avancer. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. À samedi prochain. Je me battrai pour être fidèle au rendez-vous. Merci.